Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler de réseau. Vous avez forcément une box à la maison et selon votre adresse et vos équipements, vous avez plus ou moins une bonne connexion, un bon débit. On va essayer de vous donner des informations afin que vous puissiez améliorer votre connexion Internet, mais aussi votre réseau interne. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Abdel, comment ça va ? Ça va très bien toi Florian ? Nickel. Écoute, aujourd'hui on va parler d'un sujet que tu maîtrises de A à Z, je pense. Maîtriser. Même plus que ça, je pense. T'es un expert de chez expert, ok ? Non, quand même pas. On va parler de réseau. Alors, réseau Internet, mais pas que. Réseau tout court. Et c'est la première question que j'ai envie de te poser, c'est avoir une bonne connexion Internet, c'est différent d'avoir un bon réseau ? Pourquoi ? Complètement. Parce qu'un réseau, c'est quand on parle de réseau, ce qu'on appelle un LAN, le Local Area Network, c'est un réseau local en fait, avant même d'avoir Internet. Donc, tu peux ne pas avoir de modem, ne pas avoir de fournisseur d'accès qui te donne accès à Internet, et avoir un réseau qui te permet, par exemple, de partager des documents entre plusieurs machines, avoir un réseau qui te permet de par exemple, faire du multimédia, un media center, où est-ce que tu peux, par exemple, sur ta télé, regarder des films, des photos, des trucs que tu as stockés sur un espace quelque part sur ton réseau, sur une machine, sur un disque dur, sur un NAS et ainsi de suite. La forme la plus basique en gros d'un réseau local, c'est par exemple tu prends deux machines et tu les branches avec un câble. Ça prend un câble particulier, il faut juste que ce soit croisé, on ne rentrera pas dans les détails, mais okay. Je mets deux machines, je les branche avec un câble Ethernet et là je peux échanger des données. Donc ça c'est la forme on va dire la plus basique d'un réseau. Les gens qui travaillent dans l'entreprise, qui ont des réseaux internes, ce qu'on appelle intranet, ça c'est un réseau aussi, sans forcément avoir accès à Internet. Donc il faut juste dissocier l'idée de Internet, Wi-Fi, c'est réseau. Il y a une différence entre réseau local et réseau Internet. Okay. Et je pense qu'avoir un bon réseau Internet, ça passe forcément par avoir un bon réseau local. Et souvent cette partie-là, on la néglige, surtout depuis qu'on a des box. Les box, c'est une agrégation de plusieurs équipements. Ouais. On va décrire un peu ce que fait chacun des équipements et ce que la box fait en gros, qui regroupe toutes ces fonctionnalités-là. Donc, les gens ont une box, ils déballent ça, ils ouvrent, ils branchent, et puis voilà, j'ai un réseau local, j'ai un réseau Internet, j'ai accès à mes services sur le web, et puis voilà. Ok, puis... mais pour la plupart des gens, avoir une box à la maison, ça signifie juste avoir accès à Internet. C'est tout en fait, j'ai l'impression. En France, par exemple, Free, moi, quand j'étais en France, j'avais un service qui me donnait accès à un NAS. Donc, okay. Localement, je pouvais partager. Donc, ça, c'est une fonctionnalité de réseau local. Après, je ne me rappelle plus si c'était exposé à l'extérieur, si je pouvais accéder à mes données depuis l'extérieur sur Free. En tout cas, à l'époque, je ne pense pas que ça existait, peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'appelle du cloud. Du NAS exposé à l'extérieur. On appelait ça du cloud, un beau petit terme marketing qui fait vendre une technologie qui existe depuis plusieurs décennies. Ouais. Donc, en gros, une box, c'est une agrégation de plusieurs équipements. Donc, les gens ont déjà entendu les mots modem, routeur, une switch, un point d'accès. Pas la console, attention. Rien à voir. Non, exact. En anglais, on dit network switch. Okay. Je pense qu'en français, le mot est dégueulasse. On dit commutateur, je pense. Ouais. Mais en fait, moi, je prends l'équivalent d'une multiprise. Dis-toi que c'est une multiprise. Comme pour du courant, sauf qu'à la place, c'est des ports Ethernet que tu as en plus. Exactement. Donc, en gros, le modem, c'est un appareil que tu n'as pas le choix d'avoir parce que ton fournisseur d'accès va te le donner. Et c'est ce qui permet justement de donner accès à Internet à l'extérieur. Donc, un modem, ça te sert seulement si tu veux Internet. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir un réseau sans forcément avoir un modem. Donc, en gros, le modem, c'est quoi ? Tu as une petite fibre qui vient de l'extérieur, un petit câble coaxial, une petite fibre que tu branches sur ton modem. Et après, ton modem, il te donne une petite sortie, un port Ethernet. Que tu mets justement sur ce qu'on appelle un routeur. Et ça donne accès Internet à ton réseau local. Donc, admettons, on va commencer par un réseau local. Je vais avoir un réseau local chez moi. Qu'est-ce que je fais ? J'ai besoin d'un routeur. Le routeur, si tu veux, c'est le point central justement d'un réseau. C'est ce qui va faire que plusieurs machines c'est un espace qui va permettre à plusieurs machines de communiquer entre elles, échanger des données, et tout ça à l'interne. Donc, on n'a pas accès aux services web.
C'est seulement en interne. Je peux partager, comme j'ai dit tout à l'heure, des documents, des fichiers multimédia. Je peux avoir un NAS, je peux avoir un système de surveillance, je peux avoir des caméras sur mon réseau local. Et après, quand je branche mon routeur à mon modem, bah là, ça me donne accès à l'extérieur. Donc, j'ai accès à tous les services web, Internet, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, en gros, un routeur. Ça te permet de t'assigner une adresse IP, locale. Et justement, ça te permet de te connecter à l'extérieur pour avoir Internet. Après, comme tu l'as bien expliqué, une switch, c'est seulement une multiprise, quoi. Ouais. Je prends un port Ethernet, puis ça m'en sort 3, 4, 24, 48 et ainsi de suite. Ok, parce qu'en fait, à l'arrière, sur ton routeur, tu as différentes entrées Ethernet, différentes sorties Ethernet, et c'est un nombre limité. Et si tu veux connecter plus d'appareils, là, tu vas avoir besoin d'une switch, d'un switch, on dit en France, je crois. Et là, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de sorties possibles. C'est simplement ça. Exactement. Donc là, on a un réseau. On vient de faire un réseau avec notre routeur. On a des machines qui sont branchées physiquement sur des ports, justement les ports du routeur ou les ports d'une switch qui, elle, est connectée au routeur. Donc, on a plusieurs machines qui communiquent ensemble. Après, si on a des machines qui sont sans fil, comme nos téléphones, nos appareils connectés, quasiment tous les appareils aujourd'hui sont sans fil, bah là, tu as besoin de ce qu'on appelle un point d'accès. Donc, un point d'accès, c'est ce qui te permet justement d'exposer ton réseau local à des appareils sans fil. Donc, c'est comme connecté avec un câble, mais là, c'est avec le sans fil. La technologie, on utilise du Wi-Fi, il y a plusieurs normes dans le Wi-Fi, on va en parler un peu plus tard. Et donc là, j'ai accès à un réseau. Encore une fois, le Wi-Fi n'a rien à voir avec Internet. Je peux débrancher mon modem et mes appareils qui sont sur le réseau local, en utilisant le Wi-Fi, en utilisant le sans-fil, peuvent communiquer entre eux. Par exemple, je vais avoir une application sur mon iPhone qui va me permettre de lire, par exemple, on va nommer Plex, qui permet de partager des fichiers multimédia sur son réseau. Bah, je peux avoir Plex sur mon iPhone, avoir Plex, le serveur qui roule sur une des machines sur le réseau. Encore une fois, mon modem est complètement déconnecté, donc je n'ai pas Internet et je peux regarder un film. Donc là, je viens d'utiliser le sans-fil. Donc, juste dissocier le sans-fil, le Wi-Fi, de la partie Internet. Bien évidemment, lorsque on est connecté à Internet, bah là, mon sans-fil me permet d'avoir accès à tous les services à Internet. Ok. On est d'accord qu'un routeur, on va dire une box opérateur, c'est à la fois un routeur et un point d'accès, en fait. Et un modem aussi. Donc, modem, oui, exactement. Ouais. Mais quand tu parles d'appareils distincts à chaque fois, tu peux avoir un routeur et un point d'accès. Ça, pourquoi tu aurais besoin d'appareils différents, en sachant que ta box opérateur fait tout déjà en un seul boîtier? Bah souvent, ces fonctionnalités-là ne sont pas très bien faites par les box. Par exemple, la partie modem, tu n'as pas le choix, comme j'ai dit, ça c'est bon, on peut se fier à ça. Et je dirais la partie point d'accès encore moins, parce qu'en fait, les points d'accès qui sont utilisés par les box sont vraiment pas très puissantes. Souvent, c'est des Wi-Fi d'ancienne génération. Okay. Et donc là, on va en parler un peu plus tard. C'est ce que nous permet en fait les nouvelles générations de Wi-Fi. Par exemple, une box aujourd'hui, déjà j'ai un problème, le fait que ce soit un seul bloc. Donc, il faudrait que tout se retrouve à un endroit et il faut que tu choisisses le meilleur endroit de chez toi, en fait, qui va être le point central pour partager tout ça. Si j'ai un point d'accès qui est différent ou si j'ai plusieurs points d'accès différents, je peux les mettre à plusieurs endroits à la maison, donc je peux avoir une couverture encore plus grande, tandis qu'avec une box, je suis sur un point central et là je dépends de la longueur de ce que la bande de fréquence va me permettre de couvrir. Donc je vais peut-être me rendre à une chambre, deux chambres, la moitié du salon, et le reste ne sera pas couvert, ce qu'on appelle des dead spots ou des dead zones. Ok. Et puis si tu as des étages ou en hauteur ou en sous-sol, ça pose aussi problème, j'imagine. Exact. Donc ça va pas forcément se rendre un peu partout, que ce soit en hauteur, que ce soit en vertical ou en horizontal, ça va pas couvrir toute la surface. Après, bien évidemment, ça dépend de la superficie où on habite, ça dépend de la construction. Est-ce que c'est des murs en briques? Est-ce qu'il y a des murs porteurs un peu partout? Est-ce que c'est juste du comment on appelle ça en français? Du placo. Ouais, du placo. Donc après, comme j'ai dit tout à l'heure, on va en parler là, que les différentes bandes de fréquences, qu'est-ce qu'elles permettent de faire, qu'est-ce qu'elles permettent pas de faire. Donc, juste pour revenir sur le réseau local,
Encore une fois, je veux juste qu'on comprenne bien que c'est vraiment différent d'avoir un réseau Internet. Là, c'est quelque chose qui est à l'interne, où je peux avoir un système de domotique, un système de surveillance, un système multimédia, tout ça à l'interne. Si demain, j'ai mon fournisseur d'accès, il y a une panne, puis il n'y a pas Internet, bah, ça m'interdit pas en fait de continuer à utiliser mes services de NAS, accès à mes fichiers localement. Et tu vois, on en parlait il n'y a pas longtemps, puis beaucoup de gens pensent que le NAS, c'est toujours du cloud, fait du cloud. C'est toujours extérieur. Tu peux avoir un NAS local et y accéder localement sans forcément faire le tour, aller vers le cloud et revenir. C'est chez toi déjà. Donc, c'est local, tu peux y accéder localement. Ok. Donc, on peut avoir une très mauvaise connexion à Internet, mais un très bon réseau local. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Exactement. Ok. Et donc, quand on parle de réseau local, donc tu as donné plusieurs exemples, avoir un NAS, donc un media center en l'occurrence, partager des fichiers, la domotique, etc. Si on prend l'exemple du Media Center, par exemple, on a un NAS avec toute une bibliothèque de films, de musique, de photos, etc. On a ça dans sa maison et on veut le diffuser sur n'importe quel appareil de sa maison, sur la télé du salon par exemple, ou la télé de la cuisine, ou je ne sais où. Comment on fait? Quels équipements il faut pour faire ça? Bah, comme on l'a expliqué, ça prend un réseau local, un bon réseau local. Quelque chose que j'ai pas mentionné, généralement quand on dit un bon réseau local, c'est un réseau local qui permet de faire des transferts de données à 1 gigabit, on va dire. Ok. Minimum. Moi je dis minimum. Après, aujourd'hui on a du 10 gigabits, ce qui est quand même beaucoup plus, qui permet en fait des échanges de fichiers vidéo qui sont super lourds et tout ça localement. Donc, quand tu dis 1 gigabit ou 10 gigabits, c'est un raccourci pour dire que le transfert, c'est 1 gigabit par seconde, c'est ça? Exact. Ok, préciser, parce qu'on dit 1 gigabit par habitude, mais c'est 1 gigabit par seconde. C'est la vitesse de transfert des fichiers, en fait. Et 1 gigabit, c'est différent d'un gigabyte, parce qu'on ne rentrera pas dans les détails, mais un byte, c'est 8 fois 8 bits. Ouais. Donc, un des avantages, c'est qu'on va avoir des vitesses qui dépassent largement les vitesses qu'on va avoir avec Internet. Donc, si on est sur un service de cloud et on veut télécharger, on dépend de la vitesse des serveurs où les fichiers sont hostés. Et on va dépendre aussi de la connexion Internet qu'on a acheté, que notre fournisseur d'accès nous donne. Donc, souvent, là, en ce moment, on n'a pas encore, c'est pas encore très répandu d'avoir du gigabit. Nous, ici, on est choyé à Montréal, on a quand même du gigabit qui devient un peu plus répandu. Mais souvent, il y a des gens qui sont encore sur des 5, 10, 15 mégas. Ouais. Mégas, ce qui est quand même rien du tout. Donc, est-ce que tu veux vraiment partager tes fichiers sur le cloud 15 mégas ou tu veux juste les échanger localement avec un minimum d'équipement qui coûte pas très cher pour genre 1 gigabit, quoi. Donc, en termes d'équipement, c'est une chaîne, bien évidemment. Donc, tu as l'appareil qui reçoit, tu as le réseau, puis tu as l'appareil qui envoie les données. Il faudrait que tous ces équipements-là supportent, par exemple, du gigabit. Donc, il faudrait que la carte réseau sur la machine qui envoie, la carte réseau sur la machine qui reçoit, soit des cartes qui supportent du 1 gigabit seconde. Il faudrait que le réseau que tu as, c'est-à-dire que le routeur, si les deux sont branchés directement sur le routeur, il faudrait que les ports de ton routeur soient des ports 1 gigabit seconde. Si c'est branché sur une switch, il faudrait que les ports de la switch soient 1 gigabit seconde. Et bien évidemment, les câbles qui sont utilisés tout le long, il faudrait que ce soit des câbles qui supportent 1 gigabit seconde. Donc, on a plusieurs normes dans les câbles. On a les 4.5, les 4.5e, les 4.6. On ne va pas décrire ce que fait chacun de ceux-là, mais en fait, 4.6 permet des débits, des débits de jusqu'à 10 gigabits. Mais le plus commun aujourd'hui, c'est le 4.5, 4.5e. Le 4.5e aujourd'hui, il fait très bien le travail, donc tu n'as pas besoin d'aller. Mais si on fait une nouvelle construction, puis on veut choisir son câble, il vaut mieux aller avec du 6. Après, il y a d'autres normes, là, le 7, puis le 7A, je pense, puis même le 8 qui est une norme qui est en préparation. Mais le 6 aujourd'hui va faire le travail pour les 15-20 prochaines années. Ok, donc pour avoir un bon réseau local, il faut vraiment s'assurer que chaque élément, chaque maillon de la chaîne soit compatible avec, par exemple, un minimum de 1 gigabit seconde. S'il y en a un des objets qui est défaillant, donc qui n'est pas à la bonne norme, on va dire, un mauvais câble, juste un câble, eh ben, tu vas avoir le débit de ce câble-là, même si tous tes autres appareils sont compatibles 1 gigabit, c'est bien ça? Exactement. Okay, c'est le concept d'un entonnoir. Ouais, ok. Donc, il faut vraiment s'assurer ça, c'est d'avoir tous les éléments qui soient au top. Donc, ça peut évidemment demander de s'équiper avec des
des nouveaux appareils plus performants, si jamais vous avez un mauvais réseau, vous ne savez pas d'où ça vient, c'est de s'assurer que chaque élément soit bien compatible 1 gigabit seconde au minimum, voire 10 si vous avez vraiment besoin d'un super réseau. Mais c'est un des trucs à retenir en tout cas. Et il y a des applications qui permettent aujourd'hui de tester la vitesse sur son LAN, la vitesse entre les machines. Donc, il y a des outils comme iPerf qui existent sur Mac, sur Windows. C'est en ligne de commande, mais il y a des outils aujourd'hui qui viennent avec des interfaces graphiques où est-ce qu'on peut désigner deux machines puis faire un test de transfert de données. Il va nous montrer en gros c'est quoi le débit qui est utilisé pour d'échange de données là, entre les deux machines. Ok. Donc, en gros, là, tu as parlé de configuration, on va dire, filaire. Est-ce que c'est possible aussi d'avoir un réseau 1 gigabit sans fil ou c'est compliqué? Non, c'est plus compliqué parce que les normes Wi-Fi aujourd'hui ne supportent pas le 1 gigabit. Ok. Donc, c'est plus difficile aujourd'hui d'avoir 1 gigabit sans fil. Donc, toi, tu déconseilles fortement aux gens qui veulent avoir, on va dire, un réseau local, on va dire, performant, de passer par du sans fil c'est complémentaire à du filaire. Donc là, c'est un très bon point que tu apportes ici. Un bon réseau local passe forcément par une connexion filaire. Donc, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, surtout pour les constructions existantes, mais il existe aujourd'hui des câbles RJ45 qui sont plats, où on peut les coller sur les plinthes tout en bas du mur, donc on les verra pas. Il y en a qui sont ronds, ou est-ce qu'on peut les mettre sur les cordes des plinthes, on peut les taquer. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des accès à leur plafond ou à leur mur, là encore une fois, on peut passer les fils à l'intérieur. Et pour ceux qui ont encore la chance de construire une maison toute neuve, là, faites-vous plaisir et c'est aussi important aujourd'hui que d'avoir des câbles électriques et des prises électriques dans un mur. Donc, faut prévoir, aller acheter des câbles Ethernet 4.6 et demander à la personne qui s'occupe de l'installation de vous mettre des prises un peu partout, là, des câbles Ethernet un peu partout dans les murs. Ok. Et donc, on a parlé de routeurs, de switch, de points d'accès, etc. Justement, est-ce que toi, avec ton expérience, tu as des marques qui se distinguent ou des produits qui se distinguent qui valent la peine plus que d'autres à acheter quand on veut vraiment investir et avoir un excellent réseau local? Il y a tellement de normes aujourd'hui, je peux comprendre que les gens peuvent se perdre dans les modèles qui existent, puis les normes, parce qu'en fait, encore une fois, ça dépend de nos besoins. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, en termes de Wi-Fi, tout le monde sait aujourd'hui qu'on a les deux normes, là, les deux bandes de fréquence, la 2.4 et le 5 GHz. Donc, souvent, les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elles n'agissent pas de la même façon, ces deux bandes de fréquence. Donc, le 2.4, c'est le truc standard, c'est le truc qui existe depuis plusieurs années maintenant. Son avantage, c'est que ça marche pour les longues distances. Donc, un réseau 2.4, il va me donner une couverture en termes de distance qui va être un peu plus grande. Donc, ça va couvrir un peu plus d'espace. Par contre, en termes de débit, c'est moins important que la norme dont on va parler, la bande de fréquence dont on va parler, le 5 GHz. Donc, c'est parce que le 5 GHz, en fait, la fréquence est plus haute. Ce qui fait que tu peux avoir des puissances, des vitesses de débit qui sont un peu plus importantes. Par contre, le 5 GHz, l'avantage qu'il a, c'est que c'est pas très utilisé. Donc aujourd'hui, ça te permet de moins saturer ton réseau. Mais par contre, ça va pas plus loin que le 2.4. Donc les distances ou la couverture va être moins importante que celle du 2.4. Les deux sont complémentaires. Même si moi je pense que quand on fait un réseau aujourd'hui, on peut faire que du 5 GHz. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a très peu d'équipements encore aujourd'hui qui supportent seulement En fait, il y a très peu d'équipements qui supportent du 5 GHz. Il y a seulement du 2.4 aujourd'hui qui est populaire. Comment ça se fait, ça? Je pense que c'est de la R&D, c'est le développement, là, le 2.4 aujourd'hui. Parce que ça fait très longtemps quand même qu'on entend parler du 5 GHz. C'est pas nouveau, tu vois. Très longtemps, non, pas vraiment, parce que c'est arrivé avec le Wi-Fi 5. En fait, le 5 GHz, c'est le AC. Okay. Quand on regarde les normes, en fait, pour ceux qui ont suivi les normes depuis le début, on avait le BAGN. N était le plus populaire à un moment donné parce que c'était une grosse révolution. Puis à un moment donné, on est arrivé avec le AC. Et le AC, ça introduit ce qu'on appelle la dual band. La double bande, c'est ça? Je sais pas si... Une double bande de fréquence, j'imagine. Une double bande de fréquence, donc tu as le 2.4 et le 5 GHz. Donc quand on configure le point d'accès ou le routeur Wi-Fi, on peut choisir de
d'activer en fait le 5 GHz à côté du 2.4 ou enlever le 2.4, laisser juste le 5 et ainsi de suite. Ils n'utilisent pas les mêmes canaux. Comme j'ai dit, c'est pas du tout la même fréquence et c'est pas du tout le même usage. Donc quelqu'un qui va, si tu as des équipements qui sont très proches du routeur, vaut mieux que tu utilises le 5 GHz. Si bien sûr il supporte le 5 GHz, ça va être beaucoup plus, tu vas en fait tirer pleine puissance de ton débit. Ouais. Si tes équipements sont un peu plus loin, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le 2.4. Mais moi, je ne recommande pas d'utiliser le 2.4. Ce que je recommande, bien évidemment, si ton équipement utilise le 5, c'est d'avoir des points d'accès que tu peux distribuer un peu partout à la maison. Okay. Donc aujourd'hui, il y a tu m'as posé la question sur les marques. Ouais. Je voulais juste qu'on comprenne bien c'est quoi la différence entre le 2.4, le 5, et puis aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le réseau mesh, okay. le Wi-Fi mesh. Et avant de citer des marques, aujourd'hui, le mesh, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, tu as plusieurs petits modules, blocs, qui communiquent entre eux dans une fréquence complètement différente et qui prolongent un peu le signal. Donc, quand on installe la première unité, on va la mettre proche de son routeur parce qu'il faut qu'elle soit branchée physiquement au routeur ou à la switch, bien évidemment, si la switch est ailleurs. Et par la suite, il y a des applications qui viennent avec ces équipements-là qui te permettent de cartographier chez toi, en fait, et puis marcher un peu plus loin, et puis regarder est-ce que la couverture est bonne. Il va te suggérer des endroits où tu peux poser justement le deuxième module, puis ainsi de suite, le troisième module, puis voilà. Ok. Bon, déjà, au moins sans parler de marque, on a une petite idée des caractéristiques à regarder avant de choisir un produit. C'est-à-dire que dans l'idéal, j'imagine que toi, tu vas rechercher des produits qui sont compatibles et 2,4 et 5 GHz. C'est ça, et qui font du Wi-Fi mesh, c'est ça? Exact. La majorité aujourd'hui font les deux, là, 2.4 okay. et le 5. Voilà, non, au moins c'est des critères à rechercher, sans parler de marque ou de modèle en particulier, mais vraiment, si jamais vous voulez investir dans des nouveaux produits pour avoir un bon réseau local, ça fait partie des critères à rechercher. J'avais une autre question quand même qui me vient en tête là. Tu as parlé du Wi-Fi, mais je me disais, si tu préfères le filaire, est-ce que les CPL, c'est un truc intéressant? Les courants porteurs en ligne, ce qui passe par le réseau électrique, c'est intéressant ou pas pour le réseau local finalement? C'est une autre solution complémentaire. Parce que ça reste du filaire en fait. Ça reste du filaire, mais ça utilise le courant électrique. Donc encore une fois, si c'est un bâtiment qui est récent avec une bonne installation électrique, ça va être beaucoup plus performant qu'un vieux bâtiment avec une installation électrique qui est très ancienne où justement le courant ne va pas porter bien le signal. Okay. Mais ça reste complémentaire, c'est une autre solution. Je pense que c'était très populaire il y a quelques temps avant qu'on commence à avoir les extenders, les Wi-Fi extenders, avant de commencer à avoir justement le Wi-Fi mesh. Mais ça reste une solution. Ok. Et est-ce que tu penses qu'on perd l'avantage du 1 gigabit, par exemple, on le perd en passant via le courant électrique, ou on garde cette propriété, entre guillemets, de... Oui, exact. Parce qu'en fait, la technologie derrière le CPL, c'est la même technologie qu'il y a sur ce qu'on appelait les lignes téléphoniques, là, le DSL. Okay. C'est le même concept, en fait. Ça permet de transmettre... Avant, le téléphone permettait de transmettre la voix et la data sur le fil téléphonique à des fréquences complètement différentes. Avec le CPL, on transporte la data et l'électricité à des fréquences différentes. Okay. Donc, les deux ne se mélangent pas. Mais le transport ne va pas être à la même vitesse que si tu passes par un câble Ethernet 1 gigabit. Ce ne sera pas la même chose. Donc, il va y avoir une perdition. Encore une fois, il faudrait que les deux appareils CPL, parce que CPL, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche, c'est une prise qu'on va brancher à l'électricité et qu'on va lui donner une entrée Ethernet. Donc, on va la connecter à une switch ou à un routeur pour qu'elle ait accès au réseau. Après, elle est branchée à l'électricité. Elle va transmettre la data à travers l'électricité et on va dans une autre pièce où on veut justement emmener on veut étendre notre réseau. On va mettre un autre bloc qui va aussi être branché à l'électricité et on sort un câble Ethernet, un output cette fois-ci, qui va aller vers un ordinateur, une machine, une caméra ou peu importe. Donc, entre les deux, en fait, tu as du Ethernet au début, tu as du Ethernet à la fin et entre les deux, c'est de l'électricité. Donc, ce ne sera pas les mêmes débits que... je ne suis pas très au courant aujourd'hui des développements qui ont été faits pour le CPL. Je ne pense pas qu'il y en a eu tant, mais je ne pense pas que les débits on n'arrivera pas à du 1 gigabit avec un courant électrique. Parce qu'en fait, il y a un concept de modulation, de démodulation. Donc, il y a des pertes qui se font en chemin. Donc, au final, on est peut-être mieux à passer par un réseau Wi-Fi mesh
que du CPL finalement? Bah, ça va dépendre encore une fois. Est-ce que dans un bâtiment neuf, avec une bonne installation électrique, versus un bâtiment où il y a un gros mur, des murs porteurs sur toutes les chambres, où le Wi-Fi ne va pas passer, bah là, je pense que le CPL va être beaucoup plus puissant que le mesh. Donc, encore une fois, c'est des solutions complémentaires. Ça va dépendre des besoins, ça va dépendre des spécificités en fait, de chaque maison, bâtiment, et ainsi de suite. Ok. Bon, alors si on revient à notre histoire de marque et de modèle de produits, on va dire, pour améliorer notre réseau local, quels sont, selon toi et ton expérience, les marques et produits qui peuvent être intéressants à regarder? Bah, il y a quelques années, il y a eu les solutions de Google, elles étaient quand même bonnes, qui aujourd'hui s'appelle Google Nest. Oui. Je pense pas que c'est encore les leaders aujourd'hui. Il y a Netgear avec leur solution Orbi. Je sais que ça coûte super cher, mais c'est des produits qui sont super performants. Il y a Linksys qui font la même chose avec leur solution VLOP, ça s'appelle. Et je ne sais pas si c'est Amazon, les propriétaires de Eero, EERO, là, c'est une solution aussi de réseau mesh. Mais il y a surtout Ubiquiti aujourd'hui qui font des trucs super cool avec leur gamme Unify. Okay. Où est-ce qu'ils ont des points d'accès là avec la gamme Nano HD, où ils ont même ils ont tellement de solutions aujourd'hui qui marchent super bien. C'est juste que c'est un peu plus technique. Ça va prendre des connaissances pour installer un contrôleur localement, et puis après on peut ajouter ces devices. Les prix sont quand même pas très donnés. J'avais remarqué que quand on est passé du Wi-Fi 5 ou 6, les prix ont complètement explosé. C'est incroyable ce que ça coûte aujourd'hui. Si tu veux avoir une bonne solution Wi-Fi 6, c'est vraiment cher. Là, on parle de plus de 300, 400 dollars, euros, si on va avoir une solution avec les 2 modules qui permettent justement de faire du Wi-Fi mesh. Est-ce que toi, tu as essayé certains de ces produits? Ou c'est des produits qui te font envie justement? Pour ça que tu les as mis dans la liste? Ouais, bah, je suis en train justement de changer le Wi-Fi chez moi. Ok. Donc c'est ça qui nous a inspiré un peu ce podcast. À force d'en discuter. C'est ça. Et moi, j'ai des produits. J'ai une autre gamme des produits Ubiquiti. Mon routeur, c'est un Edge router. Et je suis en train de regarder justement la gamme Unify pour justement rajouter des points d'accès. Donc moi, en fait, ce que j'ai chez moi, je me suis débarrassé de la partie box. Donc ce que j'ai en fait, j'ai juste le modem que le fournisseur d'accès me donne, qui prend la fibre, qui me donne de l'Ethernet. Et là, j'ai mon routeur qui lui ne fait pas du sans fil. C'est juste un routeur pour avoir un bon réseau local avec il comprend une switch et puis là je les partage sur toutes les chambres où j'ai des prises Ethernet. Et à ça, en fait, j'ai aujourd'hui j'ai recyclé un vieux, pas un vieux, mais un routeur que j'avais avant, qui fait quand même du Wi-Fi 5, que j'utilisais comme un point d'accès. Donc, un routeur peut être transformé pour être utilisé comme un point d'accès. Donc, j'enlève la fonction routage, j'utilise juste la fonction point d'accès du routeur. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai des problèmes avec ce routeur. Donc, je suis en train de regarder des points d'accès, surtout du côté de Ubiquiti, pour voir si ça va répondre à mes besoins. Mais franchement, leurs produits sont super cool. Puis il y a des super bonnes reviews sur leurs produits. Sinon, je regarde aussi les solutions de TP-Link, là, la gamme Deco. Il y en a tellement, encore une fois. Quand j'ai commencé à regarder, là, et les modèles changent d'un pays à un autre. Les noms des modèles changent d'un pays à un autre. Donc, je suis en train de regarder aujourd'hui aussi pour les Deco. Bien évidemment, je vais aller avec quelque chose qui va répondre à mes besoins. Je ne suis pas une entreprise, je suis chez moi. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'avoir des solutions qui sont plus destinées à des entreprises. Il ne faut pas non plus tomber dans cette idée de vouloir acheter le tout puissant, tout nouveau, tout beau. On veut juste répondre à un besoin avec un budget qui fait du sens. Donc voilà. Il y a une question qui m'est venue pendant que tu faisais l'explication par rapport au Wi-Fi, justement. Certaines personnes vont mettre leur box qui génère le Wi-Fi dans un placard parce que c'est le plus simple pour eux. On est d'accord que c'est pas bon? Bah, tu viens de faire une obstruction en fait du signal. Okay. Donc encore une fois, ça dépend de ton placard. Est-ce que c'est du bois? C'est quel type de bois? Est-ce que c'est dans une pièce qui est complètement à l'autre côté à la maison? Encore une fois, on veut quelque chose qui va être central parce qu'on veut couvrir un maximum de chez soi. À moins que, bien évidemment, on veut juste couvrir les 2 chambres qui sont à l'extrémité gauche. Bah là, ça vaut peut-être... Encore une fois, faut le mettre un peu au milieu de l'endroit qu'on veut couvrir. Oui. Je suis d'accord avec toi, ça c'est pas une bonne pratique. Et je veux juste revenir sur la box.
avoir une box, c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on a une box qui fait toutes les fonctionnalités qu'on a citées qu'on peut la garder pour faire toutes ces fonctionnalités-là. Les box aujourd'hui, on peut désactiver la partie routage, on peut désactiver la partie point d'accès. On peut l'utiliser seulement comme un modem. Tu prends ta box et tu désactives la partie routeur. Et tu peux t'acheter, si tu veux un routeur plus puissant, nouvelle génération, si tu penses qu'il est plus puissant que celui de ta box. Si on trouve que le routeur est bon, on peut garder la partie routeur. Si c'est seulement la partie point d'accès, on peut désactiver le Wi-Fi sur sa box et acheter des points d'accès. Donc on peut, à partir de sa box, encore une fois, sortir des câbles Ethernet, faire une switch, on la met quelque part. Mais les box aujourd'hui ont quand même 4 ports minimum. Donc on peut avoir 4 câbles Ethernet qu'on peut aller emmener un peu partout chez soi. Et pourquoi pas brancher des points d'accès dessus. Bon, pas 4 points d'accès chez soi, là, c'est un peu overkill, mais un peu regarder un peu. Sauf si tu vis dans un château. Ouais, bien évidemment. Si tu vis à Versailles, là, ça va te prendre un peut-être bon plus que 4 pour couvrir. Donc, c'est ça. On peut commencer par ça. Il faut toujours commencer quelque part. Donc, on peut commencer par sa box. Allez, on laisse la partie modem. Modem, on n'a pas le choix, on a dit. On laisse la partie routeur et on change juste la partie point d'accès. Après, je suis pas très au courant. Nous, on n'a pas le concept de box ici en Amérique du Nord. Ça, c'est un truc super cool qui existe en Europe, puis c'est des solutions clés en main. Nous, on n'a pas ça. C'est pour ça qu'on va plus aller faire des recherches et trouver des solutions qui vont répondre à nos besoins. Mais je sais que Free en fait des annonces cette année avec des box qui ont un Wi-Fi incroyable. D'ailleurs, c'est le mot qu'on voit souvent sur ces produits, du Wi-Fi incroyable. Mm-hmm. Je l'ai vu d'ailleurs dans une publicité ici chez un de nos fournisseurs d'accès. Il faut juste faire des tests. Puis si ça ne répond pas à nos besoins, avant d'acheter, bien évidemment, il y a des étapes de bricolage, là, de troubleshooting à faire pour comprendre pourquoi son Wi-Fi ne marche pas. Il ne faut pas oublier que le Wi-Fi, c'est un peu comme quand on était gamin avec des talkie-walkie. Donc, toi, Florian, je te donne un talkie-walkie, je te dis ce soir à 8h, tu mets le canal 6. Donc, on se met tous les deux sur le canal 6, puis on se met à parler. S'il y a quelqu'un dans l'entourage qui utilise le canal 6 aussi, il va avoir des interférences. Il va nous entendre, nous, on va l'entendre. Et puis, il va y avoir des interférences qui vont faire en sorte que le signal ne va pas arriver, les paquets ne vont pas arriver au complet. Ou ne vont pas arriver, je veux dire, ils vont être moins complets, on va dire, que si c'était qu'il n'y avait pas d'interférence. Donc, encore une fois, les Wi-Fi utilisent des canaux. Ce n'est pas les mêmes canaux entre le Wi-Fi... la bande de fréquence 2.4 et 5 GHz, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Il y a des outils qui existent où est-ce qu'on peut aller regarder c'est quoi les réseaux de mes voisins et c'est quoi les canaux qui sont utilisés. Et là, je vais regarder, ok, le 5 n'est pas utilisé. Ok, je vais mettre le 5 sur le mien. Parce qu'aujourd'hui, les gens laissent ces options-là sur automatique. Et si tout le monde laisse ça sur automatique, je peux te dire que ce n'est pas les algorithmes les plus intelligents là, qui gèrent ça. Donc, on peut le gérer nous-mêmes. On peut regarder c'est quoi qui n'est pas utilisé et puis mettre... Après, bien évidemment, si ça vous tente, il y a des solutions qui peuvent être un peu plus techniques, un peu plus geek, où est-ce que vous pouvez mettre des scripts qui vont analyser le réseau plusieurs fois par jour, puis regarder c'est quoi les canaux qui sont pas utilisés. Il faut s'appeler Abdel pour savoir le faire. Donc, moi, je tenterai pas. Mais d'ailleurs, c'est quoi tes applications là pour voir les différents canaux qui sont utilisés à côté de chez toi? Sur iOS, malheureusement, j'en connais qu'une, c'est celle de Apple qui s'appelle Airport Utility. Donc une, c'est déjà bien. Hein. Ouais, elle fait bien le travail. Mais celle que j'aimais beaucoup moi avant, il y a quelques années quand j'utilisais sur Android, c'est Wi-Fi Analyzer. Okay. L'application est vraiment cool parce que tu as une interface utilisateur qui te montre en fait la fréquence. Ça te montre en fait tous les réseaux avec une courbe. Et plus tu t'éloignes, plus tu vois la courbe en fait rétrécir ou s'agrandir selon la couverture. Donc tu n'as pas besoin de comprendre que si le chiffre doit être haut ou doit être bas parce qu'en fait c'est en décibels. Et plus le chiffre est bas, plus on est performant, plus on est proche de la source. Donc, quand on s'éloigne, on va aller sur moins 50, moins 80, moins 100, ainsi de suite. Quand on s'approche de 0, ça veut dire qu'on a une meilleure couverture. On s'approche de la source. Donc, j'ai cité deux. Wi-Fi Analyzer qui existe sur Android et sur iOS Airport Utility. C'est mieux que d'avoir des solutions sur un ordinateur parce qu'avec ton téléphone, tu peux te balader chez toi. Et puis, après, il y a des trucs super cool. Les gens qui sont un peu plus dans la réalité augmentée ou qui ont des iPads avec, par exemple, la fonction LiDAR, il y a je me rappelle plus comment ça s'appelle, Magic Plan. C'est une application qui existe qui te permet de cartographier chez toi.
Okay. Et tu vois, par exemple, Ubiquiti, sur leur Design Center, ça s'appelle, tu peux leur transmettre un plan de chez toi et ils vont te faire des suggestions. Moi, je la mettrai là, je mettrai un point d'accès là, et puis ça va t'en prendre un, ça va t'en prendre deux, selon la superficie, selon l'épaisseur des murs. Ils te posent, évidemment, quand tu fais ton plan, ils te disent est-ce que c'est un mur en briques, est-ce que c'est un mur en bois, et puis ainsi de suite, sont où les fenêtres. Donc, il y a des trucs un peu plus cool pour ceux qui veulent s'amuser à cartographier chez eux, et puis... Après, ce que je disais, c'est qu'il y a des applications qui existent sur Mac et PC, mais c'est plus pratique d'avoir des applications sur son téléphone et se balader. Ok. Jusqu'à présent, on a parlé de réseau, de connexion, on n'a jamais forcément parlé d'Internet. Au final, on ne maîtrise pas grand-chose sur ce qui arrive de l'extérieur, sur Internet en général. On ne peut pas trop maîtriser cette vitesse. Si Non, pas vraiment. À moins que tu payes plus cher pour avoir des débits plus hauts. Mais non, définitivement, t'as pas de... Après, ça dépend où tu habites. Est-ce que tu habites loin d'une source de distribution? Est-ce que tu habites dans un endroit où justement il y a la fibre, pas la fibre? Donc non, définitivement, on a très peu de contrôle sur cette partie-là, à moins que... ou alors, il faut passer par du réseau satellite ou des choses comme ça. Ouais, et là, c'est des installations qui sont plus complexes et qui sont pas aussi simples que juste un câble qui arrive chez toi où tu as de la DSL ou de la fibre, en fait. En fait, non, en termes d'installation, c'est pas plus compliqué parce que ton réseau va pas changer du tout. Encore une fois, c'est une fibre qui arrive chez toi. C'est juste que ça va coûter plus cher et ça prend les installations que c'est pas toi qui t'en occupe, c'est plutôt justement les fournisseurs de ce service-là. Et les débits sont pas aussi importants que ce qu'on voit aujourd'hui dans des zones qui sont bien couvertes. Donc du satellite aujourd'hui, je n'ai pas regardé récemment c'est quoi, mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était du 50 mégabits en fait. Ok. Mais je suis sûr qu'avec les projets là, de Elon Musk, puis même Facebook, il y avait des projets là-dessus, où ils veulent justement inonder la planète avec d'Internet, donc des ballons qui sont dans l'atmosphère, la basse atmosphère en fait, pour créer des spots Wi-Fi que des gens peuvent utiliser dans des zones qui ne sont pas complètement ouvertes, comme le désert en Chine ou à des endroits en Afrique ou en Amazonie, puis ainsi de suite. Ok, oui, pour donner accès à toutes ces zones qui n'ont pas de réseau Internet, on va dire, filaire standard. Il y a une grande partie finalement des gens sur certains continents qui n'ont pas ces accès-là, donc c'est vrai que ça peut être intéressant quand même. Ok, écoute, super cool. Franchement, ça serait intéressant j'ai envie de te dire, il faudrait que je te donne le plan de mon appart et puis que tu me dises là tu peux optimiser tel réseau si tu veux un NAS ici tu fais comme ça. Je sais pas si ça intéressera les gens, il faudrait que vous nous disiez en commentaire, mais on pourrait peut-être organiser un live ou un truc comme ça sur YouTube ou autre et que tu nous montres un peu parce que là en fait tout ce qu'on évoque, pour moi il faudrait que ça soit visuel en fait, que je vois les produits, tu les places là, le câble il va là, machin. Et je me dis que ça pourrait être cool de faire un live là-dessus. Je sais pas si ça te tente, Abdel, mais en tout cas ouais, définitivement, ça pourrait être intéressant d'avoir un cas concret où on prend une maison et puis on dit voilà, si tu veux avoir le meilleur réseau possible, il te faudrait faire ça et ça. Et puis en même temps en live vous pourrez nous poser vos questions, donc je sais pas, je lance ça comme ça. Si jamais ça vous intéresse, dites-nous dans les commentaires, ça peut être cool, et puis on l'a encore jamais fait, donc pourquoi pas essayer. Je pense que on a fait le tour grand public de ce sujet-là. Il y a plein de choses encore plus techniques avec de rentrer dans les détails du Wi-Fi, des différents câbles, etc. Tu as parlé un peu des catégories, ce genre de choses. On rentre pas trop dans le détail dans ce podcast parce que sinon ça durerait trop longtemps. Et puis je pense qu'on perdra aussi pas mal de monde. Mais si vous avez dans l'optique d'améliorer votre réseau chez vous, dites-nous en commentaire et puis on essaiera d'organiser un live pour en parler un peu plus longuement. Et vous pourrez poser également toutes vos questions à Abdel qui, comme vous l'avez vu, maîtrise relativement bien le sujet. Donc voilà, merci Abdel déjà. Et puis, merci à toi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis d'ici le prochain épisode, on vous dit à très vite dans votre poche.